Je m'appelle Helen Carrington. J'ai 70 ans cette année. J'étais la fondatrice et l'associée directrice du groupe Carrington Ledger, un cabinet de conseil fiscal que j'ai bâti de toutes pièces après le décès de mon mari. Juste moi, une calculatrice, et un petit garçon qui avait besoin de manger. Le mois dernier, j'ai vendu cette entreprise pour 53 millions d'euros. Tout le monde m'a dit que je devais célébrer. Alors je l'ai fait. J'ai organisé une fête de départ à la retraite dans la maison où j'ai élevé mon fils, enterré mon mari et imprégné chaque brique et chaque poutre des années silencieuses de sacrifice. Le champagne pétillait. Le quatuor à cordes jouait du Vivaldi. Les fenêtres brillaient d'une lueur dorée dans la lumière du début de cette soirée. C'était magnifique, à une exception près. Samantha, ma belle-fille, avait pris en charge l'organisation, ce qui était étrange. Samantha n'avait jamais levé le petit doigt pour remplir un lave-vaisselle sans soupirer comme si ses ongles allaient se casser. Mais ce soir-là, elle était une autre femme, organisant les arrangements floraux, polissant le cristal, expliquant au traiteur comment j'aimais mon brie. Et puis elle a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la table de champagne, plus précisément à une flûte. La flûte avec l'éclat. Cet éclat n'était pas visible à moins de savoir qu'il était là, à la base du pied, juste un peu rugueux au toucher. J'utilisais toujours cette flûte. Elle faisait partie d'un service de ma liste de mariage. Toutes les autres s'étaient brisées au fil des ans, mais celle-ci était restée familière, sentimentale. Je n'ai jamais dit à personne pourquoi je la gardais, mais Samantha le savait. Elle en savait assez pour choisir exactement cette flûte-là. Je l'observais de l'autre côté de la cuisine, ma main encore en plein geste dans une conversation avec un ancien collègue, alors qu'elle sortait quelque chose de petit de son sac à main. Un flacon, en verre, sans étiquette. Elle a versé juste quelques gouttes dans la flûte ébréchée, a vérifié par-dessus son épaule, puis s'est éloignée, se fondant dans la foule comme si de rien n'était. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas parlé, je n'ai pas couru à la police. Je l'ai juste regardé sourire, prendre la flûte et commencer à se diriger vers moi. J'entendais le tintement de l'argenterie des invités qui trinquaient, les verres levés, les rires montant avec les bulles de champagne. Je suis restée exactement là où j'étais, au milieu du salon, près de la cheminée en marbre, où pendaient encore les photos de Benoît enfant. C'était surréaliste. Le monde continuait de tourner. Les gens riaient, mangeaient, célébraient ma vie, tandis que la fin de celle-ci, orchestrée avec une précision glaçante, se dirigeait vers moi. Samantha s'est approchée, son élégante robe, de soie bruissant à chaque pas, son parfum, un mélange coûteux de jasmin et d'ambition, m'a précédée. « Hélène, dit-elle, sa voix douce comme du sirop, tu as l'air épuisée. Tiens, prends un peu de champagne. Tu l'as bien mérité. » J'ai pris la flûte de sa main, j'ai souri, j'ai trinqué avec la sienne et j'ai attendu. J'ai attendu 10 minutes, assez longtemps pour qu'elle soit distraite, exhibant son nouveau bracelet de tennis, un cadeau de Benoît, mon fils. Elle riait avec les voisins, ses yeux brillants, son ton juste. Personne n'aurait pu deviner ce qu'elle venait d'essayer de faire. C'est à ce moment-là que je me suis approchée de sa mère, Carole. Pauvre Carole, elle avait toujours l'air perdue dans les fêtes, comme si elle ne savait pas si elle était une invitée ou un meuble. Elle ne l'a pas remarqué quand j'ai posé ma flûte, près de sa pochette. Elle n'a pas hésité quand elle l'a prise, pensant que c'était la sienne. En quelques minutes, elle a pris une gorgée, a commenté la saveur intéressante du
Champagne, et a commencé à se balancer légèrement en attrapant un autre canapé. Puis, elle s'est effondrée. La flûte a glissé de sa main et s'est brisée sur le carrelage. De là, mousse a commencé à sortir de sa bouche. Ses membres se sont convulsés. Quelqu'un a crié. Le quatuor à cordes s'est arrêté au milieu d'une mesure. Le verre a craqué sous les chaussures d'un serveur qui se précipitait vers elle. Et tout ce que je pouvais penser était... ce n'était pas censé lui arriver. Le cri de Samantha a presque percé le lustre. « Appelez-le! Samu !» sanglota-t-elle. « Oh mon Dieu, maman! Maman !» Elle s'est agenouillée à côté de Carole, pleurant, haletant, tenant sa main inerte. C'était une bonne performance. Une très bonne, presque convaincante. Mais la panique, la vraie panique, ne ressemble pas à ça. Elle ne vient pas avec des sanglots bien synchronisés ou des regards pour voir qui regarde. Elle est déchiquetée, brute, sauvage. Et Samantha était calculatrice. Je suis restée en retrait, près de l'îlot en marbre, à observer. Benoît est apparu dans l'encadrement de la porte, se frayant un chemin à travers la foule. Son visage était pâle, les yeux écarquillés, la voix tremblante. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que je l'ai vu. Juste une seconde, une lueur, un regard qui est passé de Samantha à Benoît. Trop long pour être aléatoire, trop court pour être évident. Mais il était là, comme un fil les reliant dans quelque chose de bien plus ancien que ce moment. Elle s'est agrippée à mon bras. Hélène, je ne sais pas. Elle allait bien, et puis elle s'est effondrée. Les ambulanciers sont arrivés moins de 5 minutes plus tard. Alors qu'ils chargeaient Carole sur le brancard, Samantha a continué à me tenir la main comme si nous étions liés par le traumatisme. Benoît se tenait à côté de nous, inhabituellement silencieux. Et moi? Je regardais le coin de la table de champagne. Les autres flûtes étaient toujours là, mais pas la mienne. Celle avec l'éclat avait fait son travail. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, j'imagine que vous en avez assez vu pour savoir que ce n'est pas seulement l'histoire d'une fête qui a mal tourné. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus silencieux. Et si vous avez déjà ressenti la piqûre de la trahison dans votre propre famille, restez avec moi. Vous n'êtes pas seul. Et certaines choses, elles ne restent pas enterrées pour toujours. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Je me suis éclipsée tranquillement dans le couloir. Un couloir que j'avais arpenté 1000 fois. Les rires derrière moi s'estompaient, remplacés par des sirènes et des murmures. Benoît était parti dans l'ambulance avec Carole. Samantha coordonnait avec les secouristes. Je savais qu'elle voulait être vue en train d'aider. Elle l'avait toujours voulu. Mais je n'avais plus aucun intérêt pour la performance. Pas ce soir. Plus jamais. Je suis entrée dans mon bureau et j'ai fermé la porte derrière moi. Le son était doux, mais définitif. Les lumières étaient encore chaudes de tout à l'heure, et la faible odeur de l'eau de Cologne de mon mari flottait dans le tissu du vieux fauteuil. C'était toujours le cas lorsque le temps changeait. Je me suis assise au bureau, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti la télécommande du système de sécurité. J'avais installé les caméras il y a 3 ans, après que le portail du jardin ait été laissé ouvert, une fois de trop. Tout le monde pensait que c'était de la paranoïa. Mais le truc avec le vieillissement, ce n'est pas seulement que vous perdez des gens, c'est que vous commencez à voir qui essaie de se faufiler quand ils pensent que vous êtes trop fatigué pour surveiller. J'ai cliqué pour ouvrir le flux de la caméra. La cuisine, la salle à manger, le couloir. Et oui, l'office. Juste là où se trouvait la table de champagne. J'ai fait défiler les images. Rembobinage, pause, rembobinage, jusqu'à ce que l'écran se fige sur le moment
exact dont je me souvenais. Samantha, élégante dans sa robe crème, souriant juste ce qu'il fallait, et dans sa main un minuscule flacon. Elle s'est penchée sur la table, et pendant une seconde, son visage a changé. Le sourire s'est estompé. Sa main a tremblé très brièvement, avant qu'elle ne débouche le flacon et ne l'incline au-dessus d'une seule flûte. La flûte, celle avec l'éclat. J'ai mis la vidéo en pause, j'ai zoomé. Sa main était de nouveau stable. Ses yeux étaient concentrés comme un laser. Ce n'était pas de l'hésitation, c'était du calcul et quelque chose en moi s'est brisé, non pas de surprise mais de souvenir, car ce n'était pas la première fois que je voyais la vie changer en un seul regard. L'odeur d'huile et de rouille vit toujours au bord de mes nerfs. C'était il y a 15 ans. Je réparais la vanne d'eau à côté de la machine à laver. C'était un samedi, je me souviens, parce que je portais le vieux sweat de fac de Benoît et je fredonnais du Aznavour. Puis je l'ai entendu, un bruit sourd, du métal, sur du béton puis le silence. J'ai couru au garage et il était là, Gérard. Mon mari depuis 30 ans, allongé à côté de la voiture, sa clé à molle, était encore à la main. J'ai laissé tomber la pince. J'ai glissé sur l'huile de moteur. Mes mains tremblaient. Je l'ai atteint. Sa poitrine bougeait à peine. Ses yeux étaient grands ouverts, mais ne voyaient rien. Je me souviens avoir hurlé. Je me souviens avoir cherché le téléphone en tâtonnant. Je me souviens que la ligne était coupée parce que l'électricien avait promis de la refaire lundi. Et je me souviens avoir crié dans le vide, alors que l'homme avec qui j'avais construit une vie s'éteignait devant moi. Le garage n'a plus jamais eu la même odeur après ça, ni la maison. La première salle de conseil où je me suis assise avait une table en noyer plus longue que ma voiture. J'étais la seule femme à la table. Ils m'ont donné une bouteille d'eau, tandis que tout le monde avait du Perrier pétillant. L'un des hommes, Evan, je crois, a souri d'un air suffisant et a dit « Ne vous inquiétez pas, ma petite. Vous prendrez le coup de main. » Je n'ai pas dit un mot. J'ai fait glisser mon dossier sur la table. À l'intérieur, un rapport trimestriel plus précis que tous ceux que le directeur financier avait présentés. Des tableaux de projection fiscale sur 5 ans, une analyse des risques, une modélisation prédictive, le tout avec un code couleur. La salle est tombée dans le silence. 2 mois plus tard, ils m'ont demandé de diriger l'équipe d'audit. Je n'ai pas souri. J'ai juste dit « Il me faudra un meilleur fauteuil ». Je fixais l'image fixe sur le moniteur, les yeux de Samantha, concentrés, vifs. Elle n'avait pas hérité ça de moi. J'avais passé des années à me convaincre que j'étais paranoïaque, que j'interprétais trop son indifférence, son mépris soigneusement voilé, la façon dont elle gérait mon fils comme une campagne de relations publiques. Mais ça, c'était la confirmation. J'ai attrapé un post-it et j'ai noté l'horodatage. Puis, presque sans réfléchir, j'ai chuchoté à voix haute. « Quand une femme commence à trop sourire et à se soucier de vous trop soudainement, vérifiez votre cave à vin et votre cœur. » Je me suis penchée en arrière, j'ai fermé les yeux. Quelque chose en moi a commencé à changer, pas comme un feu qui prend, non. C'était plus lent, comme le son d'une clé tournant dans une serrure longtemps oubliée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé, je n'ai même pas soupiré. Au lieu de cela, j'ai cherché dans le tiroir où je gardais ma vieille mallette. Le cuir était usé, les fermoirs un peu raides, mais à l'intérieur se trouvaient tous les documents importants que j'avais conservés. Des copies de la vente de l'entreprise, des dossiers de procuration, des titres de propriété, la fiducie. J'ai placé la note, avec l'horodatage à l'intérieur. Et puis une dernière chose,
une photographie, délavée, prise, dans cette même maison, il y a 25 ans. Gérard. Benoît. 7 ans. Moi, tenant la flûte, de champagne ébréché, souriant largement devant un gâteau que j'avais fait moi-même. La même flûte, le même sourire. Mais tout le reste avait changé. Les néons de l'hôpital ne clignotent jamais. Mais ils bourdonnent toujours faiblement, comme quelque chose qui respire dans les murs. J'étais assise sur le banc gris dans le couloir, devant les urgences, mes mains toujours stables, soigneusement jointes sur mes genoux. Les infirmières passaient avec une urgence silencieuse. Quelque part dans le couloir, un enfant pleurait et un moniteur émettait le rythme lent et fatigué de la vie de quelqu'un d'autre. Samantha se tenait près des portes battantes, parlant à voix haute à l'infirmière de l'accueil. Elle allait bien il y a 1 minute, répétait Adil, le sans cesse, sa voix montant en intensité. Elle a dit qu'elle avait des vertiges et puis elle s'est effondrée. Oh, mon Dieu, ma mère. Ma mère. Elle s'essuyait les joues avec une serviette en papier. Pas un mouchoir. Une serviette du buffet. J'ai remarqué qu'elle avait encore un léger reflet de feuille d'or là où le traiteur avait embossé mes initiales. HC. Benoît planait à côté d'elle. Il lui a touché le coude une fois, a demandé autre chose à l'infirmière, a hoché la tête, a froncé les sourcils. Le rôle du mari, le numéro du gendre. Tout était joué à la perfection. Mais quand ses yeux se sont tournés vers moi un instant, il n'avait pas l'air confus ou inquiet, ni même curieux. Ils avaient l'air distants, non pas vides, mais murés. Il ne s'est pas approché de moi. Il n'a pas dit « Tu vas bien, maman ?» Il ne s'est pas assis à côté de moi comme il le faisait quand il s'écorcha, les genoux, ou faisait un cauchemar à cause du tonnerre. Il est resté là, les mains dans les poches, comme si j'étais la tante de quelqu'un venu de province, ou pire, une étrangère qui s'était aventurée trop près des affaires de famille. J'ai baissé les yeux sur mes mains. La peau s'était amincie au fil des ans, et les veines ressemblaient maintenant à de vieilles rivières sous la surface. Mais elles n'avaient pas tremblé, pas une seule fois, depuis que Carole s'était effondrée. Elle ne tremblait toujours pas. L'infirmière est réapparue par les portes des urgences et a murmuré quelque chose à Samantha. Carole était stable, consciente, groggy. Il devait faire d'autres tests, une possible réaction allergique. Samantha a haleté, a serré sa poitrine comme dans une scène de feuilleton télévisé et s'est précipitée à l'intérieur. Benoît est resté dans le couloir. Je me suis levée. Je me suis dirigée lentement vers lui. L'air semblait plus froid ici, malgré l'odeur d'antiseptique. Je sentais le silence s'étirer entre nous comme une nappe de glace. Il m'a regardée quand je me suis arrêtée, mais pas en moi, juste vers moi. « J'ai commandé un Uber pour toi », a-t-il dit, les yeux rivés sur son téléphone. « Je me suis dit que tu voudrais te reposer. » J'ai penché la tête. « Benoît, je suis venue avec ma propre voiture. » Il a cligné des yeux une fois. « Ah oui, c'est vrai. » Puis plus rien. J'ai attendu les questions. Attendu quelque chose qui ressemblait à mon fils. Au lieu de cela, j'ai dit prudemment « Est-ce que tu vas bien ?» Il a hoché la tête trop vite. « Ouais, c'est juste, c'est beaucoup. » Et puis, d'un ton presque trop désinvolte. « Tu n'as pas bu, n'est-ce pas ?» La voilà. J'ai observé attentivement ses yeux. Cette question, ce n'était pas de la curiosité, c'était du soûla. Je mens. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai laissé mon esprit remonter plus loin que ce qu'un couloir d'hôpital pouvait contenir. Il avait 7 ans, peut-être 8. Il adorait dessiner. Pas des dinosaures
ou des voitures de course, mais des maisons détaillées, avec des bardeaux, des cheminées et des baies vitrées. Pour que tu ne sois jamais mouillé par la pluie, m'avait-il dit un jour. Il avait l'habitude de traîner sa couverture dans ma chambre, pendant les orages, et de se blottir au pied de mon lit, serrant son carnet de croquis comme un ours en peluche. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit, et je le trouvais endormi. Des crayons de couleur encore à la main, des pages arrachées de livres de coloriage nichés, autour de lui comme une armure de papier. Il fredonnait quand il se concentrait. De petites mélodies brisées comme des oiseaux qui ne connaissaient pas toute la chanson mais qui essayaient quand même. Et maintenant, il se tenait à côté de moi. Adulte, bien rasé, plein de succès, mais silencieux. Délibérément, profondément silencieux. Je me suis tournée légèrement, juste assez pour le voir sans croiser son regard. C'est étrange, ai-je dit, doucement. Comment le silence peut en dire plus que n'importe quel mensonge? Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Je me suis retournée pour partir. L'Uber n'était pas le mien, mais la décision de m'éloigner l'était certainement. Alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, j'ai entendu sa voix derrière moi. Basse, sèche. « Tu penses que je savais? N'est-ce pas ?» Je ne me suis pas retournée. J'ai seulement chuchoté. « Je pense que tu n'as pas posé de questions. » Et les portes se sont refermées devant moi. Il était 3h12 du matin. J'étais à la table de la cuisine. La seule lumière prove nait de la lampe, de la hotte, projetant de longues ombres sur le classeur ouvert devant moi. La maison, autrefois remplie de rires et de pas nocturnes, ne faisait plus que craquer sous son propre poids. La bouilloire n'était pas allumée. Le vin était rebouché. Pas de distraction ce soir, juste moi et les chiffres. J'ai tourné le premier onglet du classeur, intitulé Benoît, de ma propre écriture. L'encre avait un peu bavé avec le temps, probablement à cause de l'été où il était resté trop près de la fenêtre. Des reçus, des virements bancaires, des lettres de frais de scolarité, des primes d'assurance dentaire impayées, un acompte pour une voiture datant de 2019. Chaque document daté, agrafé, soigneusement conservé parce que je ne voulais pas oublier comment j'avais aidé. Ou peut-être que je craignais d'avoir un jour besoin de le prouver. Il y avait encore des post-it collés entre serres, 10 pages avec mes anciennes notes, à l'encre bleue délavée. Manque frais de scolarité, 3200 €. L'école a encore augmenté les frais. Thérapie ambulatoire de Carole, dépenses temporaires. Nouveau berceau pour la petite. Ava. Ça m'a dit que la liste de naissance était déjà épuisée. J'ai attrapé ma calculatrice, pas mon téléphone. La vieille, à énergie solaire. Celle que je gardais dans le tiroir de mon bureau à l'époque, où j'avais encore des rapports trimestriels et des fiches de paye à gérer. J'ai commencé à additionner. 9 000 € pour les frais de scolarité de Benoît en master un été temps, où sa bourse n'a pas été renouvelée. 1 700 € pour la kinésithérapie de Carole après son accident. 13 000 €. La facture fiscale surprise quand Samantha a décidé de vendre ses actions plus tôt que prévu, sans faire les déclarations correctes. Un chauffe-biberon à 400 €, une poussette à 780 €, un prêt pour la rénovation de la cuisine de 10 000 € qui n'a jamais été remboursé. Ligne par ligne, souvenir par souvenir, excuse par excuse. Et pas une seule fois, pas une seule entrée ne contenait un mot comme « emprunter » ou « rembourser ». C'était toujours « Peux-tu nous aider juste cette fois ?» Ce n'est pas grand-chose. On a juste besoin d'un peu de marge. Tu es la seule sur qui on peut compter. J'ai fait le total, puis je l'ai refait parce que le chiffre m'avait surprise la première fois.
317 800 € juste au cours des 5 dernières années. Cela ne comptait pas les décennies précédentes, quand Benoît était plus jeune. Cela ne comptait pas les frais de l'école privée que j'avais choisi au lieu d'économiser pour des vacances. Cela ne comptait pas l'hypothèque que j'avais co-signée. Quand ils ont dit que la banque avait juste besoin d'un garant plus solide, je me suis adossée à ma chaise, le classe, ouvert, la calculatrice affichant toujours le chiffre final. J'avais une douleur dans le bas du dos, une tension sourde due à une trop longue position. Assise, mais elle semblait méritée, comme si une partie de moi pensait que la douleur rendrait le chiffre plus justifiable. Je me suis souvenu de la fois où j'avais sauté mon bilan santé annuel parce que Benoît avait dit qu'Ava avait besoin d'orthophonie et qu'ils étaient à court ce mois-là. La fois où Samantha a pleuré au téléphone parce que sa mère ne pouvait pas se permettre une résidence assistée et qu'il ne voulait pas paraître ingrat, mais ne pouvait pas non plus se permettre de la prendre chez eux. Alors j'ai payé la compte. Tant de moments, tant de justifications, tant de bandeaux que je m'étais volontairement mis sur les yeux. En mon fort intérieur, j'appelais ça de l'amour. Maintenant, j'appelle ça un plan de paiement pour la trahison. J'ai suivi du doigt ce vieux reçu, le nom de Benoît dessus, de la librairie de l'université, et j'ai ressenti un étrange frisson. Pas de regret, de réalisation. Ils n'avaient jamais fait semblant de traiter cela comme une dette, parce que, dans leur esprit, je leur devais pour les avoir élevés, pour être en vie, pour avoir choisi de rester utile alors que j'aurais pu exiger plus. Ma gentillesse avait été traitée comme une commodité, mon compte d'épargne comme leur filet de sécurité, mon fonds de retraite comme un programme de sauvetage familial. Et maintenant, ils trinquaient à ma santé avec du champagne et essayèrent de m'effacer dans le même souffle. J'ai fermé le classeur, non, pas bruyamment, mais doucement, délibérément, comme si je bordais un enfant endormi, pour la dernière fois, sachant qu'il ne serait plus jamais le même à son réveil. Je me suis levée, je me suis étirée, j'ai éteint la lumière de la hotte, et dans cette obscurité, avec rien d'autre que la lueur rouge de l'horloge du four clignotant 3h48, j'ai chuchoté à personne. Je ne financerai plus ma propre gomme. J'ai appelé Maître Dubois à 8 heures précises. Nous avions travaillé ensemble pendant près de 2 décennies. Il m'avait aidé à mettre en place les premiers accords de licence de mon entreprise à l'époque où ce n'était que moi, un garage et une équipe de stagiaires. Il n'était pas du genre à faire des amabilités, ce qui m'arrangeait bien aujourd'hui. À 10h15, j'étais assise dans son bureau, au-dessus de la ville, dans une pièce remplie de dossiers chromés et du bruissement silencieux des certitudes juridiques. Hélène, il m'a salué sans se lever. J'ai lu les nouvelles, sacrée fête de départ à la retraite. Je lui ai lancé un regard. Il a levé les 2 mains, trop tôt. Rhys. Il m'a fait signe de m'asseoir. Je lui ai tendu un dossier, des notes manuscrites, une ébauche de mon testament original et ma liste de demandes mises à jour. Il a parcouru le tout en silence. Je veux que tout soit restructuré, ai-je dit, à partir d'aujourd'hui. Il a levé les yeux, ses lunettes basses, sur son nez. Définissez tout, les investissements immobiliers, la fiducie que j'ai créée pour Ava. J'ai pris une profonde inspiration. Je veux que tous les actifs soient transférés dans une fiducie privée avec des dispositions médicales en place, y compris une clause de compétence mentale qui requiert un médecin indépendant de mon choix. Aucune dérogation familiale. Il a haussé un sourcil, a hoché la tête une fois et a pris une note. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Quelque chose dans votre champagne? Je l'ai regardé froidement. Oui. Son stylo s'est arrêté. C'était suffisant. J'étais roi bouteille non ouverte qui reste.
ai-je continué. Même marque, même livraison. Elle faisait partie de la commande de la fête. Je veux qu'elle soit testée, hein. Dépistage toxicologique complet. Et je veux que le rapport soit scellé, daté, notarié. Il n'a même pas bronché. Nous les enverrons à un laboratoire privé. Je connais quelqu'un de discret. La même équipe qui gère les scandales politiques et les fuites pharmaceutiques. Vous aurez les résultats dans 72 heures. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas que ça fuite. Pas encore. Juste documenté. Maître Dubois s'est penché en arrière, tapotant son stylo sur la table. C'est sérieux, Hélène. Une fiducie, c'est facile. Les clauses médicales aussi. Mais si vous suggérez une intention criminelle, je ne suggère pas, ai-je dit froidement. Je documente. En silence, il a lentement hoché la tête. Bien, continuez. J'ai tapoté le bord de mot en dossier. Je veux aussi que ma procuration soit restructurée. Je retire Benoît. Je nommerai le fiduciaire de votre bureau et le mandataire pour les soins de santé. Pareil, je ne veux rien laisser qu'il pourrait me manipuler si je devenais gênante à prendre en charge. Il a pris une autre note. Pendant un moment, la pièce est restée silencieuse. Puis, il m'a regardée de plus près. Hélène, vous avez toujours été vive, impitoyable quand il le fallait, mais ça, il a tapoté le dossier. On dirait des préparatifs de guerre. Je n'ai pas détourné le regard. S'ils prévoient de jouer à des jeux juridiques, je parlerai leur langue. Je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. Je ferai authentifier par notaire. Il a eu un petit rire. Pas moqueur, plutôt de l'admiration mêlée d'inquiétude. Hélène Carrington, transformant la guerre silencieuse en planification successorale. J'achèterai des billets pour ce procès. Je ne vais pas au tribunal, ai-je répondu. Sauf s'il m'y emmène, c'est une assurance. Nous sommes restés assis encore 20 minutes à peaufiner chaque clause. J'ai signé et paraphé. Des pages sans hésitation. Dernière page, la ligne de signature. J'ai fait une pause. Ajouter une clause de plus, ai-je dit. Si un bénéficiaire tente de contester la fiducie devant les tribunaux, il est immédiatement disqualifié de l'héritage. Aucune exception, aucune médiation. Déshéritement instantané. Maître Dubois a cligné des yeux, puis a souri. Ah, la bonne vieille clause de la pilule empoisonnée. L'ironie est intentionnelle. Je n'ai pas souri en retour. Son sourire s'est estompé. Il a hoché la tête et l'a ajouté. Alors qu'il rassemblait les papiers, il a levé les yeux une dernière fois. Vous savez, j'ai conseillé des clients lors de divorces, de détournement de fonds, même d'espionnage industriel, mais je n'ai jamais vu une grand-mère s'armer comme ça. Je ne m'arme pas, ai-je dit doucement. Je désarme. L'arme qu'il pensait que je ne reconnaîtrais pas. Il n'a rien dit après ça. Il a juste rassemblé les documents, les a glissés dans une enveloppe ignifugée et s'est levé pour me raccompagner. Dans l'ascenseur, mon reflet me fixait dans les portes en miroir. Ni en colère, ni effrayé, mais préparé et très, très calme. Benoît s'est présenté un jeudi après-midi, tenant une boîte blanche familière nouée d'un ruban rouge de la pâtisserie Carrington, ma préférée, l'endroit où je l'emmenais tous les vendredis après l'école, à l'époque où tout ce qu'il voulait était un pain au chocolat et tenir ma main un peu plus longtemps. Il a souri comme le garçon qu'il était autrefois. J'ai souri en retour comme la mère qu'il avait oublié que j'étais encore. Je me suis dit que ça te faire été plaisir, a-t-il dit, posant la boîte sur le comptoir de la cuisine, comme une offrande de paix. J'ai hoché la tête lentement. Merci. Ça fait des années que je n'y suis pas allée. Il a regardé autour de lui dans la cuisine. Tout est pareil, maman. Comme si le temps s'était arrêté ici.
Il ne s'arrête jamais vraiment, ai-je répondu. On arrête juste de remarquer qu'il avance. Il a tiré une chaise et s'est assis en face de moi, les coudes effleurant la table, en acajou que son père avait autrefois construite. Pendant un instant, cela a semblé presque normal jusqu'à ce qu'il commence. « J'ai réfléchi, maman », a-t-il dit, les yeux balayant trop souvent la pièce. « À toi, à tout. Tu es seule ici. Cette maison, elle est grande, vieille. Comme moi ?» ai-je offert avec un petit sourire. Il a grincé des dents. Juste un frémissement. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais… » Est-ce c'était le cas? Je dis juste, a-t-il, continué d'une voix douce mais répétée, que vivre seul peut être dangereux. Les accidents, tu sais, une chute, une fuite de gaz. Même pour les gens en bonne santé, des choses arrivent. Son ton était doux, trop doux, comme quelqu'un qui caresse un chat avant de l'enfermer dans une cage. « Je suis en bonne santé », ai-je dit calmement. « Au cas où tu l'aurais manqué, je dirigeais une entreprise de plusieurs millions d'euros, jusqu'au mois dernier. Mes réflexes sont encore assez bons pour esquiver les pièges émotionnels. » Il a eu un rire court et nerveux. « Ce n'est pas ça. »« Bien sûr que non, » ai-je dit en attrapant la boîte de la pâtisserie. « Qu'est-ce que c'est alors ?» Puis il a baissé les yeux. On a juste réfléchi, Samantha et moi. Il y a cet endroit. Ce n'est pas une maison de retraite. C'est plus comme un complexe hôtelier. Res. Dances Autonomes Services Complets. Juste pour la tranquillité d'esprit. Tu serais entouré de gens de ton âge. J'ai mordu dans une madeleine et j'ai laissé le silence s'installer. La tranquillité d'esprit. Pour qui? Vous avez réfléchi à ça? Ai-je dit d'un ton égal. Comme c'est attentionné. Il s'est agité sur sa chaise. Et on pourrait t'aider avec la logistique. Tu sais, la paperasse, les transitions financières. Si tu as besoin d'aide pour gérer les décisions. La voilà. J'ai dégluti lentement. Tu veux que je te transfère le contrôle? Ai-je dit. Pas une question. Un fait. Pas le contrôle, s'est-il empressé de dire. De l'aide, temporaire, même juste le temps que tu t'adaptes. Ces choses peuvent être accablantes. J'ai siroté mon thé, amer, trop infusé. Je me souviens quand tu avais 7 ans. Ai-je commencé. Tu t'es coincé le doigt dans la porte de la cab, Anne de Jardin. Tu n'as pas pleuré, tu m'as juste regardé et tu as dit « Ça fait mal, mais je n'ai pas crié, donc ça va, non ?» Il a cligné des yeux. J'ai nettoyé la coupure. Je t'ai tenu dans mes bras jusqu'à ce que tu t'endormes. Ai-je continué. Tu me faisais confiance à l'époque. Me fais-tu confiance maintenant? Ses yeux ont vacillé. Quelque chose l'a traversé. De la honte peut-être. Ou du calcul. Oui, maman. Bien sûr que oui. Bien, ai-je dit en croisant les mains. Parce que je n'ai pas besoin d'une résidence avec des fontaines et des clubs de lecture. J'ai besoin d'un fils qui ne confond pas héritage et droit acquis. Il a tressailli. Une micro-pointe de vérité a atterri entre nous. Je m'inquiète, c'est tout, a-t-il marmonné. C'est un crime? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Au-delà de sa calvitie naissante, au-delà de ses mots prudents. J'ai cherché mon mari dans sa mâchoire, ma jeunesse dans ses mains, et je n'ai rien vu, ou peut-être trop. Ma voix, quand elle est venue, était basse et égale. Tu as menti par omission, Benoît. Tu savais quelque chose à propos de ce champagne. Peut-être pas tout le plan, mais tu savais quelque chose. Et tu t'es assis à côté de moi à cette table, comme si c'était juste un autre dîner du dimanche. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. Aucun démenti n'est avenu. Veux-tu savoir ce qui fait plus mal qu'une tentative de trahison?
ai-je demandé en me penchant en avant. C'est la partie de moi qui espère encore que tu as été forcé. Que peut-être elle t'a menacé, t'a tordu le bras ou t'a rempli la tête de désespoir. Il a détourné le regard. Cet espoir, ai-je chuchoté, c'est ce qui me tue lentement. Pas le poison, pas la solitude, pas même toi. C'est la partie de moi qui veut encore croire que tu es mon fils, pas seulement son mari. Benoît s'est levé brusquement. La chaise a grincé en arrière. « Je vais parler à Samantha », a-t-il dit, la voix tendue. « Peut-être qu'on a tous besoin d'un peu d'espace. » J'ai hoché la tête. « Oui, prenons tous un peu d'espace. » Il est parti sans prendre les pâtisseries. Je suis restée seule à la table, fixant le ruban rouge, encore enroulé comme un nœud coulant, autour de la boîte. Je ne leur ai pas offert de thé, juste des sièges dans le salon. Propre, trop propre. Le genre de propreté que l'on fait quand on attend des invités, pas de la famille. Le genre de propreté qui sent le citron et le faux semblant. Samantha est entrée comme si elle était chez elle, tenant un élégant dossier jaune avec un logo doré en relief. Le hameau serein, Ouléma, à nez doré brillant plus fort. Benoît suivait, plus silencieux, les yeux se posant sur le manteau de la cheminée puis sur le coin où mon vieux violon se tenait dans son étui. Il me demandait de jouer quand il faisait des cauchemars. Ce soir, il n'a même pas osé me regarder dans les yeux. Nous voulions parler en personne, a commencé Samantha, sa voix lisse comme de la soie commerciale. Ce n'est pas un sujet facile, mais nous le faisons parce que nous nous soucions de toi, Hélène. Ils disent toujours votre nom quand ils sont sur le point de vous voler quelque chose. Elle a posé le dossier sur la table avec le flair théâtral de quelqu'un qui dévoile une croisière de luxe. Ça s'appelle le hameau serein. Ce n'est pas une maison de retraite, plutôt une communauté de bien-être. Des suites privées, des repas préparés par un chef, de la massothérapie, et le personnel est entièrement certifié. Elle tournait les pages comme si elle me vendait une multipropriété. Regarde, du yoga hebdomadaire, des cours d'art, des excursions d'une journée dans les vignobles. Elle s'est penchée avec ce sourire étudié et aucune pression pour faire quoi, que ce soit que tu ne veuilles pas. C'est complètement indépendant. Tu aurais ton propre logement, Hélène. Une intimité totale. J'ai jeté un coup d'œil à Benoît. Il faisait semblant d'étudier la brochure, mais son pied tapait involontairement. Samantha a poursuivi. Nous avons parlé à un consultant en relocalisation. Ils s'occupèrent de tout, le déménagement, l'organisation, l'assurance. Nous t'aiderions même à vendre la maison si tu le souhaites. Bien sûr, seulement si tu es prête. Et la paperasse ? Ai-je demandé, laissant ma voix tomber dans cette douce curiosité que les femmes plus âgées sont censées avoir. Oh, c'est la meilleure partie. A-t-elle gazouillé ? Nous avons déjà rédigé l'accord préliminaire. Tu n'as qu'à signer les autorisations et les formulaires de procuration ici. Elle a tourné à la dernière page et nous gérerions le reste. Elle m'a tendu un stylo. Pas un instant d'hésitation. Aucune honte dans ses yeux. Juste de la confiance, de l'attente. Une femme qui pensait que le spectacle était déjà vendu. J'ai pris le stylo lentement, le faisant tourner dans ma main. Ils portaient leurs initiales gravées. B et S, Benoît et Samantha. Ou peut-être Bête et sournoise. Vous avez vraiment pensé à tout, ai-je murmuré. Samantha rayonnait. Nous voulons juste ce qui est ça le mieux pour toi. En mon fort intérieur, je pensais ce qui est le mieux pour moi ou pour votre futur héritage. Benoît a finalement parlé. On s'inquiète pour toi, maman. Tu as été beaucoup seule après papa.
Et avec l'entreprise vendue, il y a moins de structure, moins de raisons de se lever le matin. On a juste pensé que ça pourrait te donner un nouveau but, quelque chose de nourrissant. J'ai regardé mon fils. Il n'y avait pas de venin dans sa voix, mais il y avait du calcul, une répétition silencieuse, de répliques dites devant un miroir, approuvées par sa femme, dépouillée de sincérité. La structure, ai-je répété. Tu penses que je manque de structure? Il a grimacé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Samantha est revenue à la charge. Il ne s'agit pas de ce qui manque. Il s'agit de ce qui vient après. Pense à ça comme un cadeau de retraite pour toi-même. Benoît et moi couvrons les frais de la première année. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire oui. Tout ce que j'ai à faire, pensai-je, c'est de vous donner les clés de tout, ce que j'ai construit avec des mains en sang et des nuits blanches. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas claqué le dossier. Je n'ai pas accu. C'est ça le truc quand on survit assez longtemps. On se rend compte que l'arme la plus dangereuse n'est pas un cri. C'est le silence enveloppé de civilité. J'ai baissé les yeux sur le dossier, puis je les ai relevés vers Samantha. « Pourriez-vous m'envoyer tous les détails par email ?» ai-je demandé, gentiment. Je suis démodée, oui, mais j'aime toujours lire les petits caractères sous mon propre toit, seule. Samantha a cligné des yeux. « Oh, bien sûr. Oui, absolument. Et donnez-moi quelques jours. » ai-je ajouté. C'était une grande décision. Je veux être juste envers vous deux. Si je le fais, je veux que ce soit bien, pas précipité. Benoît semblait soulagé. C'est logique. Merci, maman, vraiment. Samantha s'est levée, lissant son blazer. Prends ton temps, nous prendrons de tes nouvelles, en fin de semaine. J'ai hoché la tête. En fin de semaine, je les ai raccompagnés à la porte. Alors qu'ils sortaient, Samantha s'est retournée avec ce regard parfaitement synchronisé. Tu adoreras les jardins, Hélène. Les roses du hameau serein sont primées. J'ai souri. C'est drôle. Les miennes aussi, jusqu'à ce que quelqu'un oublie de les arroser. Son sourire a vacillé pendant une fraction de seconde. Ils sont partis. Je suis restée dans l'entrée longtemps, après que leur voiture a disparu de l'allée. En mon fort intérieur, la partie la plus effrayante n'était pas leur planification. Ce n'était même pas les documents, les dossiers ou les signatures qu'ils ont essayé de me faire passer comme des serviettes à table. La partie la plus effrayante, c'est qu'ils ne pensaient pas que je le verrais, qu'ils croyaient que j'étais trop sentimentale, trop vieille, trop aveugle pour reconnaître un nœud coulant de velours. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Non pas parce que je les craignais, mais parce que je venais de confirmer ce que je savais déjà. La guerre avait commencé. J'ai nettoyé la cuisine comme un rituel, lent, silencieux, méthodique. Non pas parce qu'elle avait besoin d'être nettoyée, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de mes mains qui n'impliquait pas de signer des papiers ou de poignarder des cœurs. La vaisselle de la fête avait depuis longtemps été empilée et rangée. Les flûtes de champagne rincées, séchées, oubliées comme les promesses faites ce soir-là. Mais il restait un objet. Au fond du comptoir, sous le bord du torchon, il était là. Le verre, celui avec l'éclat. Je l'ai pris, doucement, le tenant par la base comme je le faisais toujours. Le bord était lisse jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, jusqu'à ce que votre doigt accroche la plus petite imperfection. Un croissant peu profond, à peine visible, mais, pour moi, aussi familier que la cicatrice sur mon poignet d'une chute d'enfance. Son poids n'avait jamais changé, ni la façon dont il captait la lumière. C'était l'œuvre de Benoît,
Cet éclat, il avait 12 ans quand il l'a fait tomber de l'égouttoir, en essayant de voler un biscuit derrière mon dos. J'ai entendu le fracas, et je suis arrivée en courant, m'attendant à des éclats de verre et des larmes, mais le verre avait survécu. Seulement une imperfection sur le pied. Benoît était déjà en larmes, pensant que je serais furieuse. Mais je me souviens m'être agenouillée à côté de lui, tenant ses petites mains tremblantes, et lui avoir dit « Certaines choses, même ébréchées, valent la peine d'être gardées si elles sont tenues avec amour. » Ce moment était resté avec moi plus longtemps que le verre lui-même. À l'époque, l'éclat était un rappel du pardon. Maintenant, c'était tout autre chose. J'ai posé le verre sur une serviette en lin. Le même éclat, le même poids, la même courbe subtile. Sauf que cette fois, il avait été choisi. Samantha avait choisi ce verre parmi des dizaines. Elle m'avait regardé le prendre du plateau. Elle n'avait cessé de le regarder, non pas nonchalamment, mais avec calcul, comme une personne attendant que l'interrupteur bascule ou que la mèche d'une bougie embrasse enfin la flamme. Le mioche, souvenir de ses doigts effleurant le bord, est revenu comme de l'électricité statique sur une bande. Elle n'a rien versé d'une bouteille visible. Pas de compte-gouttes dramatique. Pas de fumée. Pas d'odeur. Juste un petit mouvement protégé par sa posture, masqué par un rire. Subtil, précis, mortel. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux sur les images de sécurité, j'aurais pu douter de moi-même. J'aurais pu penser que j'étais paranoïaque. Mais il y avait quelque chose dans son regard, la façon dont il s'attardait, non pas sur moi, sur le verre, sur ce verre. Et c'était délibéré. Je l'ai étudié à nouveau. Innocent, ordinaire, accablant. Vous voyez, ce n'est pas toujours le poison qui tue. Parfois, c'est la conviction que vous ne remarquerez pas le poison du tout. Je l'ai tenu dans ma main pendant quelques secondes, de plus, sentant la fraîcheur du verre contre ma paume. Puis je suis allée au placard du couloir. J'ai ouvert la boîte en bois, où je gardais les vieux actes de propriété et les certificats de décès, et j'ai placé le verre soigneusement à l'intérieur, enveloppé dans du lin, non pas caché, non pas détruit, mais préservé, comme preuve, comme souvenir, comme rappel. Mien, mon fort intérieur, je me disais que toutes les cicatrices ne sont pas visibles. Certaines prennent la forme d'un croissant de lune sur le côté d'une flûte de champagne. Certes, à Inès, brillante dans un silence de cristal, jusqu'à ce que quelqu'un décide qu'il est temps de les utiliser. J'ai fermé la boîte, les verrouillé, et je suis restée là longtemps, une main toujours posée sur le couvercle. Dehors, le vent secouait les feuilles sèches du magnolia. À Tressens, l'intérieur, la seule chose qui bougeait était le poids dans ma poitrine, passant du chagrin à la clarté. S'il pouvait transformer ce verre ébréché en arme, alors peut-être que moi aussi je le pouvais. L'appel est arrivé à 7h13 du matin. Je n'avais pas dormi. Le nom de Maître Dubois s'est allumé sur mon écran comme un scalpel de chirurgien pourrait capter la lumière juste avant. L'incision. J'ai répondu sans un mot. Il est allé droit au but. C'est à base d'alcaloïdes extraits de rhododendron que l'on trouve couramment dans les jardins d'ornement. C'est un poison à action lente et hélène, non mortel mais assez puissant pour provoquer des étourdissements, des troubles de l'élocution, une perte de conscience. J'ai fermé les yeux. L'odeur du champagne flottait encore dans mon esprit. L'éclat sur le verre. La façon dont Carole s'était effondrée comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il a continué. Chez un patient âgé, cela ressemblerait à un AVC. Un AVC soudain, surtout s'il a des antécédents connus de stress ou d'hypertension. Je n'ai pas répondu immédiatement.
Je suis simplement allée à la cuisine. J'ai ouvert les stores. Le soleil fendait déjà le brouillard, comme une lame dans de la soie. Alors, ai-je dit lentement, parfait pour mettre en scène, une urgence, une qui pourrait nécessiter une hospitalisation ou une mise sous tutelle. J'ai entendu Maître Dubois expirer. Oui. Et si vous n'aviez pas échangé les verres, Hélène, cette conversation aurait pu être très différente, rente. J'ai failli rire, mais ma voix s'est coincée au fond de ma gorge. Quelque part, entre la rage et quelque chose qui ressemblait étrangement à du chagrin. Il ne s'agit jamais seulement d'argent, ai-je chuchoté. Il s'agit d'accès, de pouvoir. Ils ne veulent pas hériter. Ils veulent gérer. C'est pourquoi, a-t-il répondu d'un ton égal. Je pense qu'il est temps d'installer une surveillance intérieure complète, pas seulement la porte d'entrée. Le salon, la cuisine, le couloir, la chambre aussi, si vous êtes à l'aise avec ça. Laissez-les jouer aux dames. Je construis un échiquier. Il y a eu un silence au bout du fil, puis Maître Dubois a dit « Voulez-vous que je dépose une plainte à la police ?»« Non !» ai-je dit. « Pas encore. » « Pourquoi ? Parce qu'au moment où je déposerai cette plainte, le jeu changera. Il deviendra public et ils retourneront la situation, me dépeindront comme paranoïaque ou pire, instable. Vous n'avez pas tort. Je ne veux pas gagner à leur manière. Ai-je continué. Je veux gagner si proprement qu'ils s'étoufferont avec leurs propres intentions. Une autre pause. Puis la voix de Maître Dubois s'est faite plus basse. Vous avez toujours été chirurgicale, Hélène. Je me demandais comment vous négociez ces fusions. Maintenant, je sais. Je n'ai pas répondu. Je sortais déjà un bloc-notes du tiroir. Une colonne. Ce qu'ils savent. L'autre, ce qu'ils pensent, que je ne sais pas. Sous la seconde, j'ai écrit images de sécurité, résidus de champagne, système de caméra en cours d'installation, rapport de laboratoire en main. J'ai souligné le dernier point 2 fois. « Vous avez toujours la bouteille ?» a demandé Maître Dubois. « Oui. Enfermez-la. La chaîne de possession est importante. » « Je sais. » Non, Us avons raccroché peu de temps après. Je n'avais pas besoin de plus de conseils. J'avais besoin d'exécution. En 2 heures, une équipe d'entrepreneurs discrets installait des caméras sténopées dans les luminaires et les détecteurs de fumée. Le cabinet de Maître Dubois s'est occupé de la logistique discrètement, professionnellement. Ils avaient fait cela pour des PDG inquiets de vol interne. Maintenant, ils le faisaient pour une femme dont le fils complotait peut-être sa mort. Je suis passée devant la vitrine où se trouvait la flûte, ébréchée, maintenant vide. C'est drôle comme on ne se rend jamais compte qu'on est attaqué jusqu'à ce qu'on cesse de confondre la trahison avec l'amour. J'ai passé un doigt le long du bord de la vitrine. Froid, lisse. S'ils revenaient, s'ils osaient y revenir, je serais prête. Prête avec des images. Prête avec la vérité. Prête avec la force d'une femme qui avait bâti son empire à partir de rien et l'avait vue réduite à leurs yeux à un battement de cœur, vulnérable dans une poitrine vieillissante. S'ils voulaient me tuer d'une crise cardiaque, j'ai pensé en me tournant vers les installateurs de caméras, en hochant la tête pour l'emplacement dans le couloir, puis en me dirigeant vers l'arrière-salle, où se trouvait encore Ommiessa, le vieux classeur de mon défunt mari. Je murmurais, alors je m'assurerais que leur cœur s'arrête les premiers, et cette fois, pas à cause du poison mais de la peur. Les hôpitaux ont un silence particulier, pas le genre paisible, le genre qui retient son souffle, le genre qui attend. Je me tenais au poste des infirmières, juste devant la chambre. 306,
tenant un gobelet en carton de café que je n'avais aucune intention de boire. Cela faisait 48 heures depuis la fête. 48 heures depuis que Carole était tombée comme une marionne, Théotée dont on aurait coupé les fils. J'étais déjà venue 2 fois, repoussée les 2 fois par Samantha. La première fois avec un mince sourire. La seconde avec un regard qui aurait pu geler la pluie. « Vous n'êtes pas sur la liste des personnes autorisées. Hélène, avait-elle dit. Seule la famille est autorisée. Alors, ce matin, je suis venue tôt, plutôt que les heures de visite de la famille, plutôt que le filtrage. J'ai repéré Samantha dans la salle d'attente, les talons croisés, lisant quelque chose sur son téléphone, avec une expression concernée qui semblait si bien répétée. Je me suis approchée d'elle avec le calme de quelqu'un qui a déjà décidé de la fin de cette histoire. « C'est mon ami », ai-je dit. « Mon âge, mon histoire. J'ai le droit de prendre de ses nouvelles. » Samantha n'a pas bougé. Elle se remet. Nous ne voulons pas qu'elle soit stressée. « Je ne la stresse, Répasse, ai-je dit en penchant la tête. « Sauf si vous pensez que la vérité est stressante. » Cela a attiré son regard. Cet éclair de calcul. Pas encore de la peur, mais de la conscience. Je ne resterai que 5 minutes. Ai-je dit, passant devant elle avant qu'elle ne puisse protester. Carole était allongée dans le lit, légèrement surélevée, une canule nasale lui fournissant de l'air, des perfusions laissant couler quelque chose de clair et de lent. Sa peau était pâle, ses lèvres sèches, mais ses yeux étaient ouverts, ternes, mais éveillés. Elle s'est tournée en me voyant. La reconnaissance a vacillé, ses lèvres ont bougé. « Hélène !» Je me suis approchée et je me suis assise. Ma voix était douce. « Comment te sens-tu » Ses paupières ont battu comme si quelqu'un l'avait débranchée et avait oublié de la rebrancher. J'ai pris sa main, froide, fragile, mais elle s'est accrochée. J'ai et voulais juste te voir, m'assurer que tu allais bien. Elle a dégluti difficilement, puis a chuchoté. J'ai gâché la fête. J'ai souri faiblement. Disons simplement que la danse s'est arrêtée tôt. Son rire est sorti comme le vent dans les feuilles. Elle a toussé. Nous sommes restées assises, comme ça un moment, puis ses doigts ont tressailli dans les miens. Elle a regardé la porte, puis de nouveau vers moi, a baissé la voix. « Je n'ai rien pris, » a-t-elle dit. « Pas de nouveaux médicaments, pas d'intolérance à l'alcool. J'ai bu du champagne, des centaines de fois. »« Je sais, » ai-je dit doucement, mais il y avait quelque chose de bizarre. A-t-elle continué. Dans le verre, une odeur, faible, florale, mais pas comme du parfum. Je me dis, je suis penchée. Tu te souviens d'autre chose? Carole a fait une pause, puis a froncé les sourcils. 3 nuits avant, Samantha est passée et a dit qu'elle préparait un mélange pour t'aider à dormir. Voulait emprunter mon extrait de valériane et mon huile de jardin. Je suis figée. Elle a dit que ça aidait sa belle-mère à dormir paisiblement, a ajouté Carole, ses yeux cherchant les miens. Elle a dit que tu étais agitée. Ma gorge s'est nouée. Elle m'a demandé quelles huiles se marientent bien et quelle quantité était juste suffisante pour détendre quelqu'un. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais maintenant, elle a secoué la tête lentement. Hélène, je ne pense pas qu'elle voulait me faire du mal. Je pense qu'elle pensait que ce serait toi qui boirais ce verre. J'ai hoché la tête une fois. Tu as raison. Je l'ai vue mettre quelque chose dans mon verre. Je l'ai échangé quand elle ne regardait pas. Les yeux de Carole se sont remplis de réalisation. Elle m'a utilisée comme cobaye. J'ai serré sa main plus. Est-ce forte?
J'ai besoin de ton aide, ai-je dit. Quand le moment viendra, quand la vérité aura besoin d'une voix qui ne soit pas la mienne. Carole a pris une profonde inspiration tremblante. Si je respire encore d'ici là, a-t-elle murmuré, essayant un sourire ironique. Tu respireras, ai-je dit. Tu es plus forte que tu n'en as l'air. Elle a hoché la tête à peine. Promets-moi juste, tu ne la confronteras pas sans protection. Je ne le ferai pas. Ai-je menti? Nous sommes restés en silence un instant. Puis Carole a ajouté « Elle pense que je ne me souviens de rien, que je mettrai ça sur le compte de l'âge. Elle a déjà dit aux infirmières que j'étais oublieuse ces derniers temps. » J'ai ravalé le nœud. Dans ma gorge. Elle construit un dossier, ai-je dit, contre nous deux. Mais elle n'est pas la seule à avoir une voix, a répondu Carole, me surprenant par la clarté de son ton. Je me suis penchée, je lui ai embrassé le front. Je m'assurerai que la tienne soit entendue, ai-je chuchoté. En quittant la chambre, j'ai croisé Samantha dans le couloir. Elle se tenait là, les bras croisés. Était-elle réveillée? Elle l'était, ai-je dit, claire comme de l'eau de roche. Le sourire de Samantha a tressailli. A-t-elle dit quelque chose? Je l'ai regardée droit dans les yeux. Oui. Elle a dit qu'elle se souvient de tout. Et je suis partie. La chose à propos de la trahison, c'est qu'elle se produit rarement en un seul instant. Elle s'accumule comme une dette. De petits retraits de confiance, jusqu'à ce que le compte soit à... Section, c'est pourquoi j'ai appelé Pascal Fournier. Pascal était le genre de femme qui portait des bottes de sécurité avec des tailleurs sur mesure. Une détective privée qui avait bâti sa carrière en démêlant des fraudes, en traquant des comptes cachés et en rappelant à de riches clients pourquoi la paranoïa n'était qu'un autre mot pour la survie. Je l'avais engagée, auparavant, une fois il y a des années, pour vérifier un investisseur potentiel. Elle m'avait évité de céder un quart de mon entreprise. Maintenant, je lui demandais de vérifier ma propre famille. Elle n'a pas sourcillé. Envoyez-moi leur nom complet, date de naissance et dernières adresses connues. Donnez-moi 48 heures. Je lui en ai donné 24. Elle a livré en 18. Son rapport était une pile de documents imprimés et de photocopies déposées sur mon paillasson dans une enveloppe neutre. Je l'ai lu à la table de la cuisine. La boîte contenant le verre ébréché, toujours caché dans le placard derrière moi. Première page, les registres hypothécaires. Benoît et Samantha avaient refinancé leur maison 2 fois au cours des 5 dernières années, et, chaque fois en retirant des fonds propres, chaque fois en prétextant des rénovations qui ne se sont jamais matérialisées. La dette était là, comme de la moisissure sous une peinture fraîche. Deuxième page, les relevés de cartes de crédit. Plus de 100 000 € sur 5 comptes. Les intérêts s'accumulaient comme de la neige, sur un toit, menaçant de s'effondrer. Des achats de créateurs, des voyages, des frais professionnels qui ressemblèrent plus à des vacances désespérées. Troisième page, l'entreprise de Benoît. Des pertes, 3 années de suite. Des marges négatives. Il l'avait maintenu à flot avec de l'argent emprunté et l'illusion de prospérité de sa femme. J'ai lu chaque ligne comme une écriture sainte, laissant la vérité s'installer dans mes os. Et puis je suis arrivée au rebondissement. Samantha avait souscrit une assurance vie. Valeur 750 000 €. Titulaire de la police, moi, bénéficiaire, elle. Enregistrée sous la catégorie de aide-soignante. J'ai ri alors. Un rire silencieux, mais aigu. Il m'appelait un fardeau depuis des mois. Trop vieille, trop fragile, trop encombrante. Pourtant, en noir sur blanc, en
Petit caractère, je valais soudainement 750 000 si je cessais, commodément de respirer. En mon fort intérieur, il me traitait de poids mort. Mais il semble que même un poids mort peut être monétisé. Un passif d'1 million de dollars, déguisé en amour. J'ai suivi du doigt la signature de Samantha au bas du formulaire, audacieuse, nette, certaine. Pascal avait inclus une note agrafée au dossier. « Hélène, je n'aime pas ça. La plupart des assureurs exigent une preuve d'intérêt assurable. Elle a dû le présenter comme de l'aide à domicile, ce qui signifie qu'elle prépare un récit. Vous êtes instable. Vous avez besoin de supervision. Elle est la personne altruiste qui intervient. Soyez prudente. » Prudente. J'ai plié le rapport et l'ai remis dans l'enveloppe. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne s'emballait pas. Ce que je ressentais était plus froid, plus calme, parce que maintenant il n'y avait plus d'illusions. Pas sur les affaires de Benoît, pas sur leur château de cartes, pas sur le récit qu'il tissait pour les tribunaux, pour les médecins, pour la compagnie d'assurance, et certainement pas sur le verre avec l'éclat. Je me suis adossée, fixant la fenêtre sombre de la cuisine, mon reflet faible et fantomatique sur la vitre. Il pensait que j'étais prévisible, que le deuil et l'âge avaient émoussé mes arêtes, que je signerais des papiers par fatigue, que j'acquiescerais par confusion, que je me rendrais par culpabilité. Mais les affaires m'avaient appris une chose. Toujours lire les petits caractères. Toujours. Alors, je l'ai chuchoté à voix haute, à personne d'autre qu'à moi-même, et à la cuisine silencieuse. Ils veulent m'encaisser, mais j'ai passé 70 ans à apprendre comment conserver ma valeur. Et je ne me vendrai pas au rabais. J'ai glissé l'enveloppe dans le même placard où se trouvait le verre ébréché. Preuve et mobile, côte à côte, une assurance dans tous les sens du terme. Le dimanche matin avait toujours une sorte de quiétude, un calme trompeur. Le genre qui vous faisait penser que rien de mal ne pouvait arriver avant midi. C'est peut-être pour ça que je l'ai choisi. Je leur ai dit que j'étais prête. Benoît et Samantha sont arrivés à 10 heures, précise, comme une horloge. Samantha portait un chemisier crème pâle avec des boutons, dorés, sa version du respectable. Et Benoît avait l'air de ne pas avoir dormi. Un dossier gonflé sous son bras, des documents soigneusement empilés, prêts pour une signature. J'avais mis la table avec des croissants frais et de la marmelade, fait du thé exactement, comme Benoît l'aimait quand il avait 12 ans. Mais leurs yeux n'étaient pas sur la nourriture. Ils cherchaient autre chose. Le contrôle. « Maman !» sourit Samantha en s'asseyant en face de moi. « Nous sommes tellement soulagés que tu aies retrouvé la raison. » Je lui ai rendu son sourire. « Eh bien, c'est beaucoup à réfléchir, mais oui, j'ai pris ma décision. » Elle m'a tapoté doucement la main, comme une infirmière en soins palliatifs. « Tu ne le regretteras pas. Le hameau serein a une serre, du tai chi, même des cours d'aquarelle, et tout est déjà arrangé. On a juste besoin de ta signature. » Elle a ouvert le dossier. Procuration durable, transfert d'actifs, directive médicale, autorisation bancaire. Benoît ne disait rien. Ses yeux parcouraient ligne par ligne, vérifiant si quelque chose avait changé. Il n'a pas demandé si j'étais sûre. Il n'a pas demandé si j'avais peur. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il tournait juste les pages. Ce silence me disait tout. Je l'ai regardé. Pas comme une mère désespérée d'être vue, mais comme une femme étudiant un étranger qui avait autrefois vécu dans sa maison. « J'ai juste une petite demande, » ai-je dit, ma voix douce. « Ça vous dérange si mon avocat est témoin de la signature? C'est une grande étape, juste une formalité. »
Samantha a hésité, son sourire vacillant une fraction de seconde. Oh, bien sûr, mais peut-être plus tard dans la journée. On devrait vraiment apporter ces papiers chez le notaire avant la fin du week-end. Benoît a ajouté rapidement. On peut trouver un témoin neutre, peut-être même le directeur de la banque. Pas besoin de déranger Maître Dubois. J'ai croisé les mains sur le dos et su du dossier. Il est déjà en route. Des pas ont résonné dans le couloir. Maître Dubois est entré. Costume impeccable, mallette à la main. Mais il n'était pas seul. Derrière lui marchaient 2 officiers en civil, calmes, professionnels, très alertes. « Bonjour. » Maître Dubois leur a fait un signe de tête, puis à moi. Je crois que c'est pour la signature. Le visage de Samantha est devenu blême. Benoît s'est figé en plein milieu d'une page. L'officier le plus grand s'est avancé. Un signe discret mais visible. « Madame Samantha Carrington ?» a-t-il demandé. « Elle n'a pas parlé. Nous aimerions vous poser quelques questions concernant une bouteille de champagne servie lors d'une fête tenue à cette résidence il y a 3 semaines, plus précisément concernant des substances détectées dans un verre qui a conduit à une hospitalisation. » La voix de Benoît s'est brisée. « Attende! Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? » J'ai regardé mon fils, et pour une fois, je n'ai pas détourné le regard. « C'est ce qui arrive, » ai-je dit lentement, « quand les gens supposent que la personne qu'ils essaient d'enterrer ne creusera pas en premier. » Samantha a balbutié quelque chose. Je n'ai pas entendu les mots. Les officiers l'ont guidée vers la porte d'entrée. Doucement, mais fermement. Benoît est resté figé, la bouche bée. Je me suis levée. « Benoît, veux-tu du thé ?» Il n'a pas répondu. Je l'ai versé quand même. Earl Grey, chaud, comme quand il avait 12 ans. Le salon était plus froid qu'il n'aurait dû l'être, compte tenu du fait que le feu avait été allumé 1 heure auparavant. Ou peut-être que c'était juste le silence, épais, tendu, s'accrochant au mur comme du givre. Benoît était assis sur le bord du fauteuil en cuir, son idole, les doigts tressaillants contre son genou. Samantha se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, comme si cela pouvait maintenir son histoire ensemble. En face d'eux, Maître Dubois a posé un dossier sur la table basse avec une précision chirurgicale. À côté de lui, le détective. Morrison a ouvert une fine mallette argentée. Son visage ne trahissait rien d'autre qu'un objectif méthodique. « Je vais aller droit au but », a dit Morrison, regardant de l'un à l'autre. « Les résultats du laboratoire confirment la présence de graianotoxine, un alcaloïde dérivé du rhododendron, trouvé dans le champagne restant de votre fête de départ à la retraite. Madame Carrington. » Il s'est tourné légèrement vers Samantha. « Ce n'est pas couramment utilisé. Certainement pas quelque chose que l'on pourrait confondre avec de l'huile de lavande ou des extraits essentiels. Cela provoque une paralysie temporaire, une perte de conscience et imite les symptômes d'un AVC. » La voix de Samantha s'est brisée, comme du verre sous pression. « Attendez, non, ce n'est pas... Je ne voulais pas... Ma mère a dû... Elle a bu dans le mauvais verre. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement siroté la même tasse de thé que je buvais depuis le début de la matinée. Ce n'était pas celle qui était ébréchée, bien sûr. Celle-là était scellée dans une boîte doublée de velours. Maître Dubois a ouvert le dossier. Vous voudrez voir ça. Il a sorti des images imprimées des enregistrements de sécurité de ma caméra de cuisine, qui observait tranquillement derrière, le coq en céramique sur l'étagère du haut. Une image montrait Samantha fouillant dans son sac, une autre glissant un petit flacon derrière son poignet, la suivante l'inclinant au-dessus
du vert, celui avec l'éclat. Puis est venue la police d'assurance. 750,000 €. Bénéficiaire: Samantha Carrington. Souscripteur: Hélène Carrington. Objet: couverture des responsabilités de soins à plein temps. Maître Dubois l'a posé doucement, comme un dernier clou, daté de 2 semaines avant l'incident. C'est une chronologie intéressante. Le visage de Samantha s'est vidé de toute couleur. Ce n'est pas... C'était l'idée de... Benoît! Elle s'est tournée vers mon fils, désespérée. Dis-leur qu'on n'a pas... Benoît, s'il te plaît. Mais Benoît fixait simplement ses mains, comme si elles n'étaient pas les siennes, comme s'il n'était plus sûr de ce dont elles étaient capables. Je me suis levée. L'air a changé quand je l'ai fait. Ce n'était pas une levée dramatique, juste un rassemblement silencieux de souffle et de résolution. « Vous avez choisi le verre ébréché ?» ai-je dit. Ma voix était calme. Trop calme. Celui-là avait une petite fissure à la base. C'est le seul verre dans le queue. Elle, je bois. Vous l'avez remarqué. Vous l'avez utilisé contre moi. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai levé une main. Vous n'avez pas compté sur le fait que je remarquerais que vous l'aviez remarqué. Vous n'avez pas compté sur le fait que Carole boirait dedans à la place. Mais voilà le truc. Je me suis tournée vers Morrison, puis de nouveau vers Samantha. L'intention ne se soucie pas de l'exécution. Vous avez essayé. Vous avez échoué. Mais vous avez essayé. La respiration de Samantha devenait maintenant superficielle. C'était juste un petit quelque chose pour t'aider à dormir. Je ne... Vous vouliez me faire tomber. Tranquillement, sans laisser de traces. Maître Dubois n'a pas eu besoin d'un signal. Morrison s'était déjà levé. Il a sorti les menottes de sa ceinture comme il l'avait fait des centaines de fois. « Madame Samantha Carrington », a-t-il commencé, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement et complot en vue de commettre des abus sur personne âgée. » Les mots flottaient dans l'air, comme le tonnerre après l'éclair. Clic. Les menottes se sont refermées autour de ses poignets. Sa bouche s'est rouverte, mais rien n'en est sorti. Seuls ses yeux se sont agités, cherchant Benoît. Mais Benoît n'a pas bougé. Il est resté assis là, figé dans la même position. Le dossier toujours ouvert sur la table devant lui. Je me suis tournée vers lui en dernier, pas avec colère. Cela était passé. Ce qui restait était quelque chose de plus froid, une déception cristallisée. Ce n'était pas parce que tu tenais le flacon, ai-je dit. C'était parce que tu ne l'as pas arrêté. Ses yeux ont finalement rencontré les miens. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vu. Pas le garçon que j'avais élevé, pas l'homme que j'avais espéré que il deviendrait. Juste Benoît, conflictuel, complice et lâche. J'ai fait un pas en avant. Il y a eu un moment, une centaine d'entre eux, où tu aurais pu dire « Ce n'est pas bien, mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as laissé parler pour vous deux, et maintenant vous répondrez tous les deux. » Je me suis détournée avant qu'il ne puisse répondre. Certaines vérités n'ont pas besoin de réfutation. Certains silences disent tout. Après qu'ils aient emmené Samantha, le silence dans mon salon semblait presque sacré. La porte s'était refermée derrière elle avec un clic qui a semblé résonner jusqu'à mes os. Benoît n'avait pas bougé. Il était assis là où il était, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur le tapis comme s'il pouvait y trouver la rédemption. Puis, doucement, presque comme une excuse, il a chuchoté « Maman ». C'était la première fois qu'il m'appelait ainsi depuis des mois, peut-être plus longtemps. Sa voix s'est brisée. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Elle a dit que tu étais vulnérable, que tu avais besoin de quelqu'un pour te protéger, que c'était la seule façon.
Je n'ai rien dit. J'ai tourné les yeux vers le thé que j'avais versé plus tôt. Il avait refroidi dans sa tasse, toujours intact, tout comme ma confiance. J'ai enroulé mes 2 mains autour de la porcelaine et je l'ai regardé. Me protéger? Ma voix était douce, en m'envoyant quelque part que je n'ai pas choisi, où des étrangers tiendraient mes pilules et mon portefeuille, en me privant de mes droits légaux, de mon indépendance. Benoît s'est essuyé les yeux. Je n'ai rien signé. Tu n'avais pas à le faire. Ai-je interrompu? Tu es resté là pendant qu'elle le faisait. Tu l'as laissé dire les mots. Tu l'as laissé diriger le plan. Il a levé les yeux vers moi. Et pendant un instant, j'ai vu le garçon. Qu'il était? Celui qui m'apportait des fleurs sauvages de la cour de l'école. Celui qui coloriait des cœurs au crayon sur mes cartes d'anniversaire. Je voulais, Dieu m'en est témoin, je voulais croire qu'il était de nouveau ce garçon. Mais les souhaits ne sont pas des preuves. J'ai attrapé l'enveloppe que j'avais laissée à côté de ma chaise. Je l'ai ouverte lentement, délibérément, et j'en ai sorti quelques feuilles imprimées. « Pascal », ai-je dit calmement, « ma détective a récupéré des messages entre vous deux. Des captures d'écran, des journaux de sauvegarde, des textes supprimés. Rien de tout cela ne disparaît quand les gens le pensent. » J'ai déplié la première page et j'ai commencé à lire à voix haute. « Si elle refuse de signer, nous devrons peut-être forcer les choses. Elle n'est pas dans son bon sens. Un incident mineur pourrait aider à établir des motifs. » C'était Samantha. J'ai levé les yeux. Son visage était vidé de toute couleur. « Ta réponse, Benoît. Juste pas à la fête. Je ne veux pas que maman s'effondre devant tout le monde. » Ah, il a ouvert la bouche, peut-être. Pour nier, peut-être pour supplier. Mais aucun son n'est sorti. Je me souviens de cette nuit. Ai-je continué? Je me souviens de la façon dont ta main planait derrière ma chaise, comme si tu attendais la chute. Je me souviens que tu m'as demandé si je me sentais bien, juste avant le toast, presque comme si tu vérifiais si le moment était bien choisi. Ses épaules tremblaient maintenant, non pas de rage, mais de quelque chose de plus, désordonné, de la honte peut-être, ou de l'effondrement d'une histoire qu'il se racontait pour dormir la nuit. Je ne voulais pas que tu meures. A-t-il chuchoté? Je ne pensais pas qu'elle le ferait vraiment. Je pensais que si nous poussions un peu les choses, si nous aidions juste les choses, ce serait plus sûr. Tu serais plus en sécurité, avec de la supervision. Bon, avec du contrôle? Tu veux dire ton contrôle? Ai-je dit presque doucement. Ou le sien? Un long silence s'est étiré entre nous. Puis Benoît a dit, presque comme un enfant. Je pensais que nous protégions la famille. J'ai laissé échapper un souffle, mi-rire, mi-soupir. Tu veux protéger la famille? Alors essaie de ne pas traiter son membre le plus âgé comme un fardeau à gérer. Essaie de me voir comme autre chose qu'un obstacle entre toi et le confort. J'ai plié les papiers, les ai remis dans l'enveloppe. Tu étais mon fils, avant d'être son mari, ai-je dit. Mais dernièrement, je ne sais pas quel titre compte-le. Plus pour toi. Il a dégluti difficilement. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, maman. Je le jure. J'ai hoché la tête lentement. Les intentions sont du vent. Les actions laissent des empreintes. Je me suis levée et je suis allée au comptoir de la cuisine. J'ai rempli ma tasse de thé avec de l'eau chaude de la bouilloire que j'avais gardée au chaud. Quand je suis revenue, j'ai tendu une serviette à Benoît. Il ne l'a pas prise au début, puis l'a prise avec des doigts tremblants. « Tu ne vas pas porter plainte contre moi ?» a-t-il demandé. « Ce n'est pas plus ma décision. » Ai-je dit. J'ai donné tout ce que j'avais. La vérité, les preuves, le témoignage. Ce qui se passera ensuite est entre toi et la loi. J'ai siroté mon thé. La chaleur
ne me réconfortait plus, mais elle manquerait. Il a levé les yeux rouges. « Est-ce que tu me détestes ?» J'ai mis longtemps à répondre. « Je ne te déteste pas, » ai-je dit, « mais je te pleure. Le garçon que tu étais, l'homme que tu aurais pu être. » Et sur ce, je me suis tournée vers le couloir. J'avais besoin d'être seule. Derrière moi, Benoît ne m'a pas appelée. Pour la première fois, il a compris que le silence pouvait parler plus fort que n'importe quel adieu. 3 semaines plus tard, les azalées ont fleuri le long du chemin de pierre, derrière ma maison. Leurs pétales violets tremblaient doucement dans la brise, comme s'ils ne savaient pas s'il fallait célébrer ou pleurer. Je marchais lentement, ma canne à la main, le froid du matin murmurant à travers mon châle. L'air sentait la terre humide et les vieilles racines. Des rappels que la vie enfouie profondément peut encore refleurir. L'appel est arrivé juste au moment où j'atteignais le banc sous la tonnelle. Le nom de Maître Dubois s'est allumé sur l'écran de mon téléphone. J'ai répondu sans hésitation. « C'est fait !» a-t-il dit. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé l'émocin staller comme la rosée sur ma peau. Samantha a été inculpée pour tentative de préjudice intentionnel. A-t-il continué la voix basse, prudente. Ça ne fera pas les gros titres, mais c'est suffisant. L'accusation a le rapport du laboratoire, les textos, la surveillance. Il n'y a aucune version de cette histoire où elle s'en sort indemne. J'ai expiré. Pas de soulagement, juste une libération. « Et Benoît ?» ai-je demandé. Maître Dubois a fait une pause. Il a accepté de coopérer. Il a signé une déclaration sous serment, confirmant ses actions et sa connaissance de celles-ci. Mes doigts se sont resserrés autour du pommeau de ma canne. Il a également signé une renonciation, a ajouté « Maître Dubois », renonçant légalement à toutes ses prétentions sur votre succession. Il ne contestera pas le Nouveau Testament. J'ai regardé les fleurs violettes. L'une d'elles était tombée à terre, rissant doucement sur le banc à côté de moi. Je l'ai écartée doucement, comme un souvenir auquel j'étais prête à cesser de m'accrocher. Que dit exactement le Nouveau Testament ? Ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Je l'avais écrit avec clarté, pas avec vengeance. Benoît recevra une allocation, a dit Maître Dubois. 20 000 € par an, structuré, non transférable. Il ne peut pas retirer le capital, ni réaffecter les paiements. Aucun accès à la fiducie au-delà de ça. Et le reste sera transféré à la Fondation Carrington pour la résilience. Avec effet immédiat, vous conservez le contrôle unique jusqu'à votre décès. Ensuite, le conseil que vous avez sélectionné prendra le relais. Bien. Pas seulement propre, mais clair. L'argent n'allait jamais guérir ce qui avait été brisé. Mais il pouvait protéger d'autres personnes du genre de trahison qui m'avait éventré de l'intérieur. J'ai raccroché, remerciant Maître Dubois d'un signe de tête silencieux qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il aurait pu sentir. Puis je me suis assise en silence sous la tonnelle, écoutant le vent se mouvoir à travers les vignes, comme une confession chuchotée. Quelque part, à proximité, une abeille bourdonnait. Le monde se fichait de ma douleur. Et j'ai trouvé un certain réconfort là-dedans, parce que cela signifiait que je ne devais d'explication à personne. Ce n'était pas seulement des actifs. C'étaient des fragments de dignité, des éclats d'une vie construite avec soin, honnêtement, parfois douloureusement. J'avais donné, et quand il n'y avait plus rien à prendre, ils ont essayé de me prendre. Plus maintenant. Ils n'étaient plus mes enfants, pas dans le sens qui comptait. Ce qu'ils sont devenus, leur avidité, leur manipulation,
C'était un choix qu'ils avaient fait à plusieurs. Ça, reprise, et maintenant j'avais fait le mien. Ces azalées, c'étaient les préférés de Gérard. Il les avait plantées le printemps après la naissance de Benoît. Il disait que c'étaient des fleurs. Silencieuses, jolies mais pas tape à l'œil. Douces, comme le genre d'amour que l'on néglige, souvent jusqu'à ce qu'il ait disparu. J'ai pressé ma main sur ma poitrine, juste au-dessus du battement qui me faisait encore mal pour lui. « Tu me manques », ai-je chuchoté. Aucune réponse n'est venue, bien sûr. Mais le soleil a finalement percé les nuages à ce moment-là, un seul rayon s'étirant sur le gravier comme un chemin. Pour la première fois depuis des 6 mois, je ne me sentais pas comme une proie. Je ne me sentais pas traquée ou méfiante ou fatiguée de faire semblant de ne pas remarquer. Je me sentais simplement immobile. Mon fort intérieur, ce n'est plus seulement mon argent. C'est la dernière Pâques, preuve de ma dignité. Et je choisis de ne plus laisser personne l'insulter. Et dans ce silence, j'ai su que ce n'était pas la fin. C'était la partie où je recommençais. Elle est arrivée juste avant le coucher du soleil. J'ai entendu le léger coup à la porte de la véranda, hésitant, comme quelqu'un qui n'est pas sûr d'être encore le bienvenu. J'ai ouvert, lentement, incertaine de la version du monde qui pourrait se trouver de l'autre côté. Et elle était là, Emma, 16 ans maintenant, mais avec les mêmes yeux grands et interrogateurs qu'elle avait quand elle était petite, et qu'elle enfonçait ses petits doigts dans la pâte à biscuits à côté de moi. « Salut, mamie », dit-elle, la voix tendue. Elle avait grandi. Ses boucles sombres étaient tirées en arrière, en une tresse. Elle serrait son sac à dos à 2 mains comme si cela pouvait l'ancrer à ce moment. Ma gorge s'est nouée avant que je puisse et parler. « Je suis tellement désolée, » lâcha-t-elle en s'avançant. « Je ne savais rien. Ils m'ont dit que tu étais en voyage, puis que tu étais fatiguée. Ils ne me laissaient pas qu'on t'appelait. » Sa voix s'est brisée sur la dernière partie, et soudain le poids de tout ce que j'avais porté ces derniers mois s'est brisé aussi. J'ai ouvert mes bras. Elle a laissé tomber le sac et s'est jetée dedans. Nous n'avons pas parlé pendant longtemps. Nous sommes restés là, des générations entre nous, mais les cœurs serrés l'un contre l'autre, laissant le silence faire ce que les mots ne pouvaient pas. Plus tard, nous nous sommes assises sur la balancelle de la véranda. L'air sentait les azalées et la terre, et la brise avait cette douceur de fin de printemps, comme si la terre elle-même essayait d'être à nouveau bienveillante. Emma se balançait lentement à côté de moi, les yeux parcourant le jardin. « J'ai toujours aimé cet endroit, » dit-elle doucement. « C'est le seul endroit qui ait jamais semblé calme. » J'ai hoché la tête. « Ton grand-père a planté ses azalées l'année de la naissance de ton père. » Elle a posé sa tête sur mon épaule. « Ça me manque quand tout semblait plus simple. Les choses n'ont jamais été simples, ma chérie. » Ai-je dit, juste mieux, caché. Nous nous sommes balancés en rythme pendant un moment. Un merle, moqueur a appelé de quelque part à proximité. Puis elle s'est tournée vers moi. « Je peux te demander quelque chose? Vraiment? Demande n'importe quoi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont essayé de te faire? » J'ai pris une longue inspiration. Parce que je ne voulais pas que tu perdes ton enfance de la même manière que j'ai perdu la mienne. J'avais besoin que l'une de nous croie encore que les gens pensaient ce qu'ils disaient. Emma a baissé les yeux. Mais je ne veux pas être protégée de la vérité, mamie. Je veux la comprendre pour pouvoir la changer. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Sa mâchoire avait la même ligne têtue que je voyais dans le miroir quand j'avais son âge. La même lueur de quelque chose de féroce derrière les yeux, quelque chose de trop puissant pour être éteint, seulement redirigé.
Que veux-tu faire ? Ai-je demandé. Elle a hésité, puis avec une clarté soudaine. Je veux étudier le droit. Mes sourcils se sont levés. Le droit ? Elle a hoché la tête. Comme tu l'as dit un jour. Tu me l'as dit quand j'étais petite. Connais les règles mieux qu'eux, puis enfreins celles qui ne t'ont jamais protégée de toute façon. Nia, j'avais oublié avoir dit ça, mais apparemment elle... Non. Je veux aider les gens à garder ce qui leur appartient. A-t-elle continué? Pas, seulement l'argent, mais leur voix, leur choix. Je ne veux pas que ce qui t'est arrivé arrive à quelqu'un d'autre. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine alors, une sorte de changement. Pas de la douleur, pas même de la fierté, juste un achèvement, une nouvelle. Racine avait pris. Tu auras besoin d'une peau épaisse, ai-je dit en souriant. La loi ne se soucie pas des sentiments. Mais moi si, a-t-elle répondu. Et c'est peut-être ça la différence. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne dans la mienne. Tu me rappelles, moi-même, avant que je ne sois fatiguée. Tu n'es pas fatiguée maintenant, a-t-elle dit. Tu es plus forte que jamais. Tu t'es battue. Non, ai-je dit en secouant la tête. J'ai survécu. Mais toi, tu es la raison pour laquelle j'ai choisi de vivre. Pas seulement de continuer à respirer, mais de vivre vraiment. Nous sommes restées assises en silence, main dans la main. Puis elle a chuchoté « Tu m'as manqué. Toi aussi tu m'as manqué. » Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seule. La trahison n'avait pas disparu. Les cicatrices piquaient encore, quand le vent les frappait juste comme il faut. Mais à côté de moi était assis l'avenir. Brut, brillant, intact. Une petite fille qui ne me voyait pas comme un fardeau, mais comme un commencement. Et juste comme ça, le cycle a tourné. Pas une fin, un nouveau départ. Il y a une étagère dans le coin de mon bureau, en noyer, légèrement courbée au milieu. Assez vieille pour grincer quand l'air change. Pendant des années, elle n'a contenu que de la poussière et des souvenirs. Une photo de remise de diplôme oubliée. Une rose séchée de notre 25e anniversaire. L'urne en céramique qui contient les cendres de Gérard, flanquée d'une photo de lui prise l'été où nous avons acheté cette maison. La chemise sortie du pantalon, un large sourire, comme s'il savait déjà que c'était ici que nous vieillirions. Maintenant, j'ai ajouté quelque chose d'autre. Le vert, celui avec le petit éclat à la base, Atianda, peine visible à moins de savoir où regarder. J'avais l'habitude de le prendre par habitude, longtemps après qu'il ait cessé d'être utile. Il contenait une histoire silencieuse. Benoît l'a cassé quand il avait 12 ans, en poursuivant un chien dans la cuisine. Je l'ai tenu dans mes bras après. Je lui ai dit que certaines choses peuvent encore être gardées, même après avoir été abîmées. Que l'amour ne disparaît pas quand il est fissuré. Au contraire, il apprend à tenir plus fort. Ce jour-là, le verre est devenu un symbole de pardon, jusqu'à ce qu'il le transforme en autre chose. Ils l'ont choisi cette nuit-là. Samantha l'a pris, non pas par accident, mais par calcul. J'ai regardé ses doigts hésiter, puis s'enrouler autour du bord comme si c'était n'importe quel autre verre. Mais ce n'était pas le cas. C'était le mien, et il m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce bord ébréché était un murmure d'intention, de trahison, de la façon dont il m'avait bien étudié, de la profondeur avec laquelle il pensait pouvoir m'effacer. Mais au lieu de cela, j'en ai fait mon témoin. C'est ce verre et tout ce qu'il portait qui m'a aidé à survivre. Non pas parce qu'il m'a averti, mais parce qu'il m'a rappelé que l'amour peut être réutilisé,
que le passé peut parler à nouveau, dans les salles d'audience ou les pièces silencieuses, à travers des empreintes digitales ou un simple éclat de lumière. Maintenant, il repose ici, non pas caché, non pas poli, juste posé, avec soin sur l'étagère à côté de l'homme qui m'a appris à faire sakake, confiance à mes instincts, même quand il faisait un mal. Je l'imagine en train de regarder, les bras croisés, ce demi-sourire aux lèvres. Il aurait vu clair en eux aussi, probablement plus vite que moi. J'allume une bougie. La flamme vacille, danse brièvement dans le reflet du verre, puis se stabilise. Et je murmure, plus à moi-même qu'à lui. C'est fini maintenant. En mon fort intérieur, ce qui nous tue est rarement le choc. C'est la trahison du familier. Ce verre était autrefois un souvenir. Ils ont essayé d'en faire une arme. Mais moi, j'en ai fait une preuve. Je recule. Je ferme la porte. Je laisse l'étagère telle qu'elle, silencieuse, sans prétention, mais inébranlable, comme moi. L'air du matin est frais, doux contre ma peau. Je suis assise sur la véranda, enveloppée dans mon châle, tenant une tasse de thé chaud. Le jardin bourdonne, doucement du son des abeilles, se déplaçant entre les azalées et le romarin. Une caméra de sécurité bourdonne faiblement en balayant la cour. Discrète, silencieuse, mais toujours vigilante. Elle voit tout maintenant. Moi aussi. La maison semble différente ces jours-ci. Pas vide, juste paisible. Comme si elle pouvait enfin respirer à nouveau maintenant que personne n'essaie de vendre son silence pour du profit. Je prends une gorgée de ma tasse et je laisse le calme s'installer. Non pas comme une menace, mais comme un réconfort. En mon fort intérieur, j'ai vécu assez longtemps pour savoir que tous ceux qui naissent dans votre famille ne sont pas vraiment vos proches. Tous ceux qui vous appellent maman ne savent pas comment vous aimer comme une mère. Et ce n'est pas parce que vous êtes plus âgée que vous devez rester assise et accepter. Je n'ai pas enfreint la loi. J'ai simplement balayé ceux qui ont essayé de la tordre autour de mon cou. J'ai choisi de vivre. J'ai choisi de parler. Et vous savez quoi? Je suis toujours là. Ce sont eux qui doivent repartir de zéro. Je jette un coup d'œil au coin de la véranda où Emma a planté son premier buisson de lavande la semaine dernière. Elle a demandé s'il fleurirait cette année. Je lui ai dit peut-être pas, mais que le printemps prochain, il serait magnifique. Certaines choses ont besoin de temps pour s'enraciner avant de s'élever. Comme nous, comme la guérison, comme connaître sa propre valeur après des décennies, à s'entendre dire que vous n'êtes qu'un fardeau avec un compte en banque. Et pour tous ceux qui regardent, qui écoutent, assis avec votre propre tasse de quelque chose de chaud. Avant de nous dire au revoir, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Est-ce un matin calme comme le mien? Ou une fin de soirée? Ou des histoires comme celle-ci? Vous trouvez dans le silence? Laisse un commentaire. Je les lis tous. Vraiment chacun me rappelle que nous ne sommes pas seuls. Peu importe ce qu'ils ont essayé de nous faire croire. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous avez vu votre propre force dans ma survie, alors j'espère que vous envisagerez de vous abonner, non seulement pour entendre plus d'histoires comme la mienne, mais pour rejoindre une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps avec moi aujourd'hui. Où que vous soyez, quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez, j'espère que vous emporterez cette histoire avec vous. Et souvenez-vous, parfois le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous. Je vous verrai dans la prochaine.